Bonne année à toi, Quentin, pour cette nouvelle année 2026. On se retrouve. À toi aussi, Eric. Merci beaucoup. Bonne année à toi et bonne année à vous, chers auditeurs de ce podcast. Voilà, après cette petite pause pendant les vacances, on reprend du service, on reprend la route pour ce nouvel épisode de Ça roule Quentin. Je sais pas ce qu'on peut se souhaiter pour cette année 2026. Est-ce que tu as des vœux particuliers, toi ? Écoute, je te souhaite de beaux trajets en voiture ou en transport, Eric, et encore plein de beaux podcasts. Je sais que tu as d'autres projets à la Provence, donc je te souhaite tout ça et le meilleur pour cette année. Eh ben écoute, vœux partagés pour toi aussi, pour l'ensemble et pour vous tous ceux qui nous écoutez. Ça roule Quentin, nouvel épisode, nouvelle saison 2026, c'est parti. Ça roule Quentin, le podcast mobilité et transport en Provence. Présenté par Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard, avec Quentin Choquer. Un podcast original La Provence, sponsorisé par notre partenaire Mobiliance. Allez, on commence ce nouvel épisode de Ça roule Quentin en 2026 avec les actus du moment et des actus assez chargés, parce que voilà, qui dit nouvelle année dit nouveau projet. Et ce nouveau projet qui a mis un peu de temps à émerger, mais qui, ça y est arrivé, c'est la prolongation du tramway T3. On est à Marseille, entre notamment les quartiers de la Gaille et les quartiers, plutôt le rond-point du Capitaine Gèze. Oui, tu l'as dit, ce tramway, ça fait 4 ans qu'il est en travaux pour être étendu. Auparavant, il allait simplement de la place Castellane à son terminus à Rinque-le-Silo au début des quartiers nord à Marseille. Et donc mercredi, il a été inauguré pour sa partie nord, donc il comporte désormais 3 stations en plus. Le T3 dessert maintenant l'avenue Roger Salingro, où se situait l'ancien siège de la Provence. Tout à fait. Tu as connu plus longtemps que moi, je pense. Effectivement. Et il va donc jusqu'à Gèze. Et ce samedi 10 janvier, il a été inauguré pour sa partie sud qui comporte aussi de nouvelles stations. Depuis Castellane, on peut aller jusqu'à la Gaille en passant par Sainte-Marguerite, le stade Vélodrome et d'autres arrêts. Alors tu ne l'as pas encore testé, mais prochainement tu m'as dit que tu allais le tester, mais bon, ça nous fait quand même un beau trajet entre le nord et le sud de la ville pratiquement. Oui, c'est ça, il est prolongé de 6,2 km, il y a 11 nouvelles stations en tout, et puis ce prolongement il doit aussi permettre d'accueillir de plus en plus de voyageurs. 93 000 Marseillais au quotidien pourront l'emprunter d'après la présidente de la RTM, Catherine Pila. Auparavant c'était 39 000 seulement, et puis voilà, il profite de nouvelles rames de tramway plus modernes, des rames fabriquées par le constructeur espagnol CAF. Il y en a 15 qui ont été commandées et 9 qui ont été déjà livrées. D'accord. Précision, donc c'est un tramway, donc là c'est une inauguration d'une prolongation, mais ce tramway T3, cette ligne T3 est vouée à encore s'agrandir dans le futur. Oui, à l'horizon 2030, on parle d'une extension désormais vers la Castellane, pas la place mais la cité des quartiers nord de Marseille. C'est pas encore fait, mais c'est le projet de la métropole Aix-Marseille-Provence. Horizon 2030, oui, parce que pour l'instant, cette ligne T3 au niveau qui arrive à Gèze, pour l'instant, certains vont dire, les mauvaises langues vont dire que ça double le métro, mais après ça sera voué à s'agrandir et s'allonger pour vraiment atteindre le nord de la ville. C'est ça, il y a cette critique sur le doublement, la ligne suit le tracé du métro, et puis ce qui coince également c'est l'absence de parking relais pour l'instant à la Gaille. Il devait y en avoir un d'environ 500 places je crois, il n'est pas encore prêt, et Martine Vassal a essayé de calmer les critiques en promettant que les travaux allaient démarrer cette année. Et côté Gaille, donc là c'est côté sud de la ville, est-ce que ça va se prolonger ? Non, l'extension sud, pour l'instant, il y a rien d'envisagé. Par contre, il y aura, dans les années à venir, le tramway de la Belle de Mai à Marseille, dont le trajet a été acté. Il y a aussi des études pour amener le tramway vers la Corniche via la place du 4 septembre. Tu le disais, de nouvelles rames, et du coup, on imagine aussi une nouvelle esthétique pour ces tramways de la ligne T3. C'est ça, alors de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui change, ça reste des rames blanches. Qui sont très jolies d'ailleurs, Oui, après c'est subjectif. Ouais, je trouve très beau. C'est pas le plus laid qu'on ait vu. Mais à l'intérieur a été revu avec de nouveaux sièges qui devraient être plus confortables. C'était la critique des précédentes. C'est ce que j'allais dire. Un peu le dos des voyageurs. Il faut se tenir bien droit. Il faut se tenir bien droit dans ce tramway. C'est ça. Ouais. Je vous propose d'écouter Nicolas Covarel, directeur d'exploitation à la RTM, qui nous a parlé de ces nouvelles rames de tramway. L'assise a été complètement repensée, donc aussi bien dans son matériau que dans le design, elle est beaucoup plus confortable que ce qu'on avait avant. Vous avez sur les portes, vous voyez, on a des LED vertes et rouges qui donnent le signal quand les portes sont ouvertes ou fermées, contrairement à ce qu'on avait avant où on avait que la petite partie là ici qui donnait cette indication. On a rajouté 2 portes de plus par train.
Voilà, donc Nicolas Covarel, directeur d'exploitation à la RTM. Pour rappel, cette extension du tramway T3, elle a quand même coûté un certain investissement, 350 millions d'euros qui ont été financés par les différentes collectivités impliquées et qui a bénéficié du fameux plan Marseille en grand lancé par le président de la République. Ouais, écoute, merci de la précision. Allez, on quitte les rails du tramway pour prendre l'asphalte avec les voitures. Mais mauvaise nouvelle, Quentin, on l'a appris, c'est la hausse des prix d'assurance pour les assurances voitures en France et notamment en Provence, parce qu'on n'est pas les mieux lotis. Explique-nous tout ça. C'est ça, alors elle était pressentie, cette hausse des assurances auto depuis plusieurs mois, et elle se confirme d'après plusieurs études que j'ai reçues la semaine dernière. En Provence, elle est de l'ordre de 4 à 5% pour les contrats d'assurance auto en plus en 2026. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la plus chère de France pour assurer sa voiture. J'ai reçu notamment des chiffres de la part du comparateur Les Furets qui nous montrent que la prime annuelle moyenne d'assurance auto dans la région, c'est 1176 euros en hausse de 3%. Mais c'est une grosse différence par rapport à d'autres régions. Enfin, je ne sais pas si tu as des indices en tête. Oui, on est comme je te l'ai dit, la première région où l'assurance auto est la plus élevée. Derrière nous, il y a l'Île-de-France, 1082 euros par an en moyenne. Et ensuite, Auvergne-Rhône-Alpes, 1005 euros par an. La région la moins chère, c'est la Bretagne, 798 euros par an pour assurer sa voiture là-bas. Allez, tous en Bretagne, du coup. Et alors, quand même, la grande question, c'est pourquoi notre chère région est la plus chère d'après les différents comparateurs de prix d'assurance? Alors, il y a plusieurs raisons. D'après Léocare, c'est une néo-assurance en ligne. Il y a une plus forte sinistralité urbaine dans les villes de Provence. Autrement dit, il y a plus d'accidents, d'accrochages chez nous. Voilà, une part importante des sinistres, vols et collisions, je cite le cofondateur de cette néo-assurance. Et puis, il y a un coût des réparations plus élevé dans les grandes villes, des coûts de pièces détachées aussi. Oui, ouais. On l'a dit à plusieurs reprises, mais qui augmentent de plus en plus avec la modernisation des véhicules. D'accord, bon, tâchons de ne plus d'avoir de collision, ça sera mieux, comme ça au moins ça fera peut-être baisser le prix des assurances. Mais... C'est toujours bien, ça évite de se prendre un malus quand on est responsable dans un accident. Je parlais de Léocare tout de suite, j'ai eu aussi des chiffres précis par ville. À Marseille, la prime moyenne d'assurance auto cette année, c'est 1164,26 euros et ça augmente de presque 5% par rapport à 2025. Et derrière, il y a Aix, deuxième position, avec une prime de 885,78 euros en moyenne. On reste dans le domaine automobile et ça va sans doute vous intéresser car Quentin, en exclusivité dans la Provence, tu nous révèles le top 10 des voitures les plus vendues. Alors précisément en Provence ou en région, c'est... En Provence, dans les 3 départements que nous couvrons, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Alpes de Haute-Provence. Donc ça c'est assez précis, et donc il y a des petites surprises, il y a des choses qui se confirment. Alors on te laisse révéler ce classement dans ce nouvel épisode de Ça roule Quentin. Oui, et sans surprise, la première voiture la plus vendue en 2025, c'est la Renault Clio qui devance cette année la Peugeot 208. L'année précédente, c'était la 208 qui avait remporté le titre. Et cette année, donc Renault Clio, la 5e, alors même qu'elle est vieillissante, et elle s'est quand même vendue à 3527 exemplaires dans les concessions provençales. Tu nous l'avais dit quand on avait fait la présentation de la nouvelle Clio, la Clio 6. Oui, c'était déjà le cas en septembre, elle avait déjà une certaine avance. Et donc elle va être remplacée cette année par la Clio 6 qui arrive dans les concessions et qui pourrait permettre à Renault de conserver ce titre. Donc le Clio 208 208, oui, qui est aussi vieillissante, qui est disponible en électrique comme en hybride. Elle s'est vendue... C'est tout compris d'ailleurs, c'est des voitures électriques et hybrides et thermiques. C'est ça, là on parle toute motorisation confondue. D'accord. Et à la 3e place, on a une autre citadine, la Dacia Sandero, qui est l'un des modèles les moins chers du marché, avec un premier prix à 13 290 euros. Ceci explique sans doute cela. Oui, ça explique son grand succès. Et qui puis, est une bonne voiture aussi. Quand même. C'est plutôt une bonne voiture et assez économe à l'utilisation avec notamment une motorisation essence GPL. La suite de ce classement, Quentin, donc tu nous as révélé le top 3 et quelle est la suite de ce classement? Oui, il est encore plus intéressant à analyser ce classement ensuite parce que la 4e place, elle est obtenue par la Renault 5. C'est tout simplement la voiture électrique la plus vendue en Provence comme en France. Elle est également dans le top 10 français et ça montre le succès de cette voiture qui était pressentie parce qu'elle joue sur la carte de la nostalgie, mais voilà, les ventes de cette R5 électrique, c'est 3,7% quasiment du marché automobile provençal à elle seule. D'accord, donc effectivement c'est vrai qu'on la croise souvent sur la route, cette R5 électrique. On commence à en avoir pas mal, avec ses jolis coloris, enfin du moins on la remarque bien. La suite?
La suite, on retrouve des SUV, notamment le Peugeot 2008, le Dacia Duster, la Citroën C3 qui devient quand même un SUV sur le dernier modèle. Je ne sais pas si vous l'avez croisé dans les rues, mais elle est un peu plus surélevée. Ouais. Toyota Yaris Cross ensuite et Yaris normal, alors qui est une voiture japonaise mais française puisqu'elle est fabriquée à Valenciennes dans le Nord. Et enfin le Tesla Model Y qui a été vendu à presque quasiment 1000 exemplaires dans les Bouches-du-Rhône l'année passée. C'est surprenant puisque les ventes de Tesla sont quand même effondrées dans toute l'Europe avec les multiples polémiques causées par Elon Musk lorsqu'il était au gouvernement de Donald Trump aux États-Unis. Mais voilà. Qui ne pâtit pas trop de l'ambiance générale, du contexte du moins pour Tesla. Si, alors ce modèle Y qui est l'un des modèles les plus accessibles, il a quand même bien baissé. L'année d'avant, il était, je crois, 4e ou 5e du classement. Là, il se retrouve à la 10e place et il pourrait continuer à dégringoler encore. Par contre, ce qu'il faut noter aussi, c'est que le marché automobile continue de chuter en 2025. Donc c'est le cas en France avec une baisse des ventes de 5,8%, mais aussi en Provence et encore plus fort avec une baisse de 6% en Vaucluse, 7% dans les Bouches-du-Rhône et carrément 12% dans les Alpes de Haute-Provence cette année. Le dossier, enfin la grosse actu qu'on a décidé de vous expliquer, c'est surtout toi qui as travaillé sur ce sujet avec ton collègue Maël Baudet-Olivier. Si vous êtes intéressé, vous êtes du moins posé cette question, c'est qu'est-ce qui nous attend quand on est automobiliste en 2026 Vous êtes nombreux des fois à nous envoyer aussi cette question, à quoi s'attendre tout bêtement. Qu'est-ce qu'on va payer encore plus cher Ça se concerne souvent des augmentations. Alors, on va pas se mentir, il y a plutôt pas mal de mauvaises nouvelles, mais il y a quand même, on va faire quoi les bonnes et mauvaises nouvelles. On va commencer par la bonne nouvelle et on s'attaque aux moins bonnes nouvelles après. Alors la première bonne nouvelle, Oui, c'est le bonus écologique pour l'achat de voitures électriques qui va être renforcé en 2026 et voir son montant augmenter. Ça avait été annoncé par le ministre de l'économie il y a quelques semaines. Nous en avions parlé aussi, je me permets. Il me semble qu'on en avait parlé dans un épisode de Ça roule Quentin. Donc alors pour rappel, si vous avez loupé cet épisode, il va atteindre 5700 € pour les ménages les plus précaires. Donc c'est un montant, je l'explique, à déduire du prix d'une voiture électrique. Donc, oui, c'est pas la voiture à 5700 €. Pas encore malheureusement, ça serait une très bonne nouvelle. Donc à déduire lors d'un achat comptant ou d'un leasing. Pour les ménages modestes non précaires, il sera à 4700 € et il sera à 3500 € pour les ménages les plus aisés. Et alors si on achète une voiture électrique dont la batterie est fabriquée en Europe, on pourra profiter d'un surbonus de 1200 à 2000 €. Donc ajouté aux 5700, donc on est sur du 6900, presque 7000 € de bonus. Oui, c'est effectivement ça fait une belle ristourne. Alors le prix des voitures électriques il reste élevé, mais on a de plus en plus de modèles citadins accessibles, donc ça peut être intéressant. Ouais. C'est la bonne nouvelle, c'est ce qui nous attend en 2026, mais je le disais, nouvelle année, aussi nouvelles échéances, notamment au niveau de la tarification de certains produits, notamment l'essence, l'essence, le carburant en général, qui va connaître une hausse pour cette nouvelle année. Oui, c'était pressenti, le prix de l'essence devrait prendre 4 à 6 centimes en ce début d'année. Alors ça n'a pas été appliqué au 1er janvier même, ça va s'étaler comme me l'a expliqué un représentant du secteur des distributeurs de carburant. Mais voilà, ça découle de l'évolution des certificats d'économie d'énergie qui obligent les fournisseurs comme les pétroliers à plus subventionner des opérations qui permettent de réduire les dépenses d'énergie du consommateur. Et sur les autres mauvaises nouvelles, les prix qui augmentent, là, c'est pas forcément lié au contexte international, mais c'est l'augmentation du prix des péages. Oui, alors cette augmentation, elle a lieu tous les ans, certaines années plus fort que d'autres. En 2026, on sera plutôt épargné. Le ministre des Transports a annoncé une hausse de 0,86% en moyenne à l'échelle nationale. Et en Provence, ce sera moins chez Vinci, qui gère la plupart des autoroutes payantes chez nous. 0,82%. Bon, effectivement, on va se satisfaire de cela. Oui, après, d'année en année, ça fait toujours oui, ça fait une hausse accumulée, mais bon, effectivement. Et autre augmentation, c'est le prix de la carte grise. Oui, ça a été voté en octobre par le Conseil régional. Il y avait déjà eu une forte hausse, 15,23% en 2025 du prix du cheval fiscal. Et cette année, il augmente encore pour atteindre 60 €. Et c'est le Conseil régional qui fixe le prix de la carte grise.
Oui, voilà, l'idée c'est simplement d'augmenter les recettes de la région pour financer certains équipements publics et notamment les transports, les trains, les bus régionaux, mais aussi ça peut être d'autres initiatives de transition écologique. Là-haut, ça devrait quand même générer 4 millions d'euros en plus en 2026 pour un total de 234 millions d'euros de recettes de carte grise cette année. Au niveau de la région. Ah, intéressant, effectivement. Il y a d'autres évolutions hein, aussi à noter pour cette année 2026. Ouais, bah alors on l'avait déjà annoncé, mais le contrôle technique est renforcé depuis le 1er janvier et les contrôleurs sont habilités à vérifier si votre voiture est dotée d'airbags Takata et s'ils ont été remplacés ou non. Et si celle-ci est classée stop drive, si elle est immobilisée par l'État, vous devez passer une contre-visite et montrer que les airbags ont été remplacés pour votre sécurité. Autre mesure, il y a aussi les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h qui sont désormais des délits. Par exemple, vous risquez 3 mois de prison ferme quand même et jusqu'à 3 750 € d'amende avec inscription au casier judiciaire. Donc l'idée c'est de dissuader de plus en plus les grands excès de vitesse. Et aussi une autre petite évolution, alors celle-ci, moi je m'y attendais pas, hein, tu l'as relevé, c'est une nouvelle coloration pour les plaques d'immatriculation. C'est ça, alors c'est certaines plaques d'immatriculation, hein, vous n'allez pas devoir changer la vôtre, mais il y a un arrêté qui a été publié pour modifier les règles des plaques provisoires, vous savez, les fameux WW ou W garage qu'on croise parfois sur la route. Alors les WW, c'est les véhicules neufs importés en attente de leur carte grise définitive, et les W garage, c'est simplement les pros de l'automobile qui circulent avec une voiture qui n'est pas encore vendue en fait. Et d'après toi Eric, quelle couleur elles vont adopter ces plaques ? Eh ben, je sais que c'est une couleur assez vive, que je porte aujourd'hui même, c'est du rose. C'est ça, tu as un magnifique sweat aux couleurs de ces plaques qui seront donc roses. C'est en hommage, hein. Je savais qu'on allait en parler, c'est pour ça que j'ai mis un pull rose exprès. C'est beau. Elles auront un fond rose avec caractère noir pour, je cite, faciliter le repérage et les contrôles, encore une fois, des forces de l'ordre et éviter les fraudes. On savait que Brigitte Bardot était fan de Harley Davidson, on savait un peu moins sa passion pour l'automobile. Et Quentin, tu es allé récemment justement aux obsèques de Brigitte Bardot à Saint-Tropez. Oui, j'en reviens tout juste. Tu en reviens tout juste, et justement à cette occasion, tu as fait un article sur la passion pour l'automobile de Brigitte Bardot. C'est ça, on lui connaissait pas forcément, comme tu l'as dit, ce goût pour les voitures, mais elle en a possédé plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu des modèles très populaires, comme des voitures un peu plus exclusives. Oui, parce qu'on la connaît avec sa 4L, on la voit souvent, on voit souvent des images avec sa 4L, mais elle a eu de belles voitures. Hein. C'est ça, la 4L, ouais. Alors à Saint-Tropez, on a interrogé pas mal de monde certaines personnes nous disaient, on la voyait aller et venir de la Madrague au volant de sa 4L et conduisait quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Il y a des photos, on a une image qui a été publiée par Paris Match notamment, on la voit au volant de sa 4L. Et puis ce qu'elle a eu beaucoup comme voiture aussi, ce sont des mini-moques. Je sais pas si ça vous parle, c'est alors là, je une vois voiture pas. emblématique de la Côte d'Azur, qui est une voiture de plage en fait, Oui, à mi-chemin entre la Jeep et la Méhari. D'accord, je vois très bien. Et finalement, comme me disait son ami journaliste Henri-Jean Servat, c'est elle qui a popularisé cette voiture qu'on voit partout à Saint-Tropez et ailleurs sur la Côte d'Azur. Cap Ferret notamment aussi, hein, ça a traversé aussi la France, on en voit des fois dans l'Ouest, effectivement. Ça c'était voiture un peu loisir, j'ai envie de dire. Enfin, toutes les voitures sont loisirs, mais ça c'est voiture de plage, on va dire. Elle a des voitures aussi plus sportives. Hein, C'est ça, alors dès les années 50, elle s'est affichée en décapotable puisque Renault avait fait de Brigitte Bardot l'égérie de la Renault Floride cabriolet de l'époque. Il faut l'avoir celle-là, ouais. Comment ? Oui, il faut l'avoir en tête, hein. Ça replonge loin, mais... Ouais, c'est un long cabriolet à l'américaine qui était déjà prévu pour le marché américain au départ. Et puis elle avait eu la sienne qu'elle conduisait à Saint-Tropez. Et elle avait eu aussi une Morgane, autre cabriolet anglais cette fois, très bas. Il y a une photo d'elle sur le port de Saint-Tropez, il me semble, avec sa Morgane. Morgane qui avait été spécialement façonnée pour elle avec des délais d'attente abrégés. D'accord, ouais, c'est toujours sympa, effectivement, d'avoir sa propre voiture. Et autre voiture sportive, alors je ne crois pas qu'elle l'ait possédée, mais il y a une Ferrari qui porte le nom de Brigitte Bardot. Ça, c'est une anecdote que j'ai racontée dans mon article. Ouais. La Ferrari 365 GT4 BB, je sais pas si ça vous parle, bon, c'est coupé Ferrari des années 70, comme on l'imagine, quoi, tout en courbe. Et cette voiture a été appelée bébé en hommage à Brigitte Bardot parce que Ferrari l'explique, le prototype était si fascinant, je cite, que les ingénieurs perdirent littéralement la tête pour cette Ferrari et l'avaient baptisée entre eux Brigitte Bardot. D'accord. Et à l'époque, alors
Ferrari n'avait pas assumé. Ils avaient présenté la voiture et avaient dit que BB signifiait Berlinetta Boxer. Et aujourd'hui, sur le site de Ferrari, l'histoire est expliquée et l'hommage à Brigitte Bardot est totalement revendiqué. D'accord, effectivement. Non, donc effectivement, Brigitte Bardot qui avait une belle collection de véhicules. Écoute, Il y en a d'autres. Hein Il y en a il y en a d'autres. Oui. Il y en a d'autres. Excuse-moi, on se relancer plutôt sur d'autres. Moi, tu nous as cité nombre de voitures. Je crois qu'il y avait aussi une Rolls-Royce, si je ne me trompe pas. Pas une, mais deux. Même deux, allez. Ouais. Pourquoi pas. Deux Rolls-Royce qui ont été vendus aux enchères dans la décennie passée. Des Rolls-Royce Silver Cloud, c'est des grosses berlines des années 50. Alors, elle les a possédées durant quelques années. Peut-être qu'elle s'en est vite lassée, mais elle les a revendues à d'autres propriétaires. La deuxième qu'elle a possédée, elle l'avait même achetée à Charles Aznavour. Voilà. Ah oui. Entre stars de l'époque. Oui, on va changer nos voitures. Ouais. Voilà. Donc, ces voitures ont été adjugées pour plusieurs centaines de milliers d'euros ces dernières années. D'accord, effectivement. Brigitte Bardot, voilà, sa passion pour l'automobile. Elle a eu une Peugeot 206 aussi qu'elle a vendue aux enchères, un peu moins prestigieux, mais... Mais bon, enfin, ça vaut le coup aussi d'être dit. En tout cas, le papier est à retrouver sur laprovence.com, cet article et cet hommage où tu es allé aux obsèques de l'icône Brigitte Bardot. Merci Quentin, merci beaucoup. Merci à toi Eric, et merci à vous de nous écouter plusieurs fois par mois. Merci d'être au rendez-vous. À très vite pour le prochain épisode. À bientôt Eric, salut.